Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le dimanche 25 septembre 2022. Je continue et termine en fait la partie que cet ouvrage, l'Utopie, c'est des recueils de textes relatifs à l'utopie, à une vision utopique, consacre à Zola. Donc, voilà, je lis et je commente ou voilà, je digresse à partir de cette. J'arrive pas à trouver d'autres mots que la digression, mais c'est le plus parlant. Je digresse à partir de la lecture de cet ouvrage. Alors, je découvre en même temps, là, je me suis arrêté dans la vidéo précédente à ce passage, je vais commencer là et je vais terminer. Donc c'est sur Zola, sur la partie que cet ouvrage consacre à Zola, qu'il appelle l'Éden reconquis, et je pense que c'est sur à partir du livre qu'il a écrit, qui s'intitule Travail, qu'il a dû écrire en 1901. Et donc, c'est une vision utopiste et en lien avec euh, le travail qu'avait imaginé la, la philosophie de Fourier euh, sur le bonheur possible de l'humanité, le bonheur au travail, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui, selon moi, adviendra dans le futur. Voilà. Donc je continue ma lecture et je découvre en même temps, et c'est en lien avec mon site. Voilà. Alors, et Luc, plein de sérénité, sans crainte pour l'avenir, regardait sa ville croître encore comme une belle et forte personne d'une éternelle jeunesse. Elle était descendue des gorges de Brias, entre les deux promontoires des monts Bleuze. Elle envahissait maintenant les prairies de la Roumagne. Par les beaux temps, ses façades blanches riaient au milieu des verdures sans qu'une fumée ternît la pureté de l'air, car les cheminées étaient abolies, l'électricité ayant remplacé partout les chauffages au bois et au charbon. Alors voilà, donc on voit déjà le, la pensée de Zola vis-à-vis des conditions de vie qu'il vivait, qu'il ressentait. Je pense que l'air devait être irrespirable à cause sans doute de l'industrie qui battait son plein à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et donc déjà, il présageait qu'on pouvait aller vers quelque chose de meilleur. Et on retrouve exactement le même cas de figure. Maintenant, ce qui pollue, c'est les véhicules, c'est les voitures. Et donc, on est en train de faire évoluer ça. On a réussi à dépasser la pollution qui devait y avoir dans les villes à cause du charbon et à cause voilà, du chauffage comme ça. On a réussi à le mettre un peu de côté. On se retrouve avec un nouveau challenge à relever. L'humanité, c'est constamment ça. Elle a tout le temps des challenges à relever et elle les relève finalement avec du temps. C'est tout, c'est qu'une question de temps. Voilà. Le grand ciel bleu l'attendait de sa soie légère, immaculée, sans une poussière de suie. Voilà, donc il devait vivre avec la poussière de suie, je suppose. Et elle restait comme neuve, d'une gaieté luisante, sous la brise qui la rafraîchissait, tandis qu'on entendait monter de partout des maisons, des édifices, des avenues, des fontaines innombrables, un bruit d'eau chantante, le ruissellement cristallin des sources, dont la pureté et la santé l'entretenaient dans une perpétuelle allégresse. Voilà, donc c'est ce qu'il imagine et c'est ce qu'il désire pour l'humanité, en réalité, Zola. Zola qui était un grand humaniste, quoi. Hein. Voilà, il pensait à ses frères humains
etc. Et c'était, à l'époque, on retrouvait quand même beaucoup cette force, mais qu'on retrouve aujourd'hui, hein, cette force de ce désir d'améliorer l'humanité pour les frères humains. La population s'accroissait toujours, des maisons se bâtissaient, des jardins se créaient. Un peuple heureux, libre et fraternel est un foyer d'attraction où tous les peuples voisins viennent forcément se fondre. Et voilà, et ça c'est, je suis dans cette... J'écris à nos instances, à nos dirigeants, et je dis la France doit retrouver sa force de modèle. Elle peut être enviable, elle peut être une sorte de moteur pour l'humanité. Elle l'a été à certains moments et elle l'a été, par exemple, en art, etc. Voilà, à cette époque-là, ça a commencé, 1900, elle accueillait tous les grands artistes et elle a tracé la ligne de l'art contemporain à un certain moment. Voilà, donc la France a cette capacité d'ouvrir vers l'universel, d'amener une nouvelle philosophie au monde, de servir d'exemple, quoi. On peut faire ça. Et voilà voilà. Et je pense que, voilà, je pense que le fait d'être un enfant de l'immigration, et Zola aussi d'ailleurs, hein, et donc fait qu'on a un amour considérable pour la patrie, en fait, pour le pays qui a accueilli notre famille. Et donc, on le voit avec des yeux d'amour, en somme. Hein. Et je pense que la France, elle a cette vocation. Elle a la tête au nord, les pieds au sud, elle est entre l'Est et l'Ouest. Elle a cette position où elle ne doit appartenir à personne, elle doit être indépendante et être un exemple pour l'humanité, une avant-garde. Elle est capable de ça. Et c'est ce que je souhaite à ce pays qui est magnifique. Les petites villes des environs, Saint-Cron, Formerie, Magnoles, avaient dû suivre l'exemple de Beauclerc. S'étaient peu à peu groupés, alors Beauclerc c'est joli, associés, puis avaient fini par être un simple prolongement de la ville initiatrice. Il suffisait d'avoir tenté l'expérience en petit. On gagnait de proche en proche l'arrondissement, le département, le pays entier. C'était l'irrésistible bonheur en marche. Rien ne pourra faire obstacle à la force du bonheur réalisé, quand les hommes en auront la perception nette et décisive. C'est exactement ce que je développe sur la mécanique universelle. Que ce soit, l'humanité devra prendre conscience de son sens, de son itinéraire, de sa finalité. Et je pense que ça sera confirmé par la science. Et à ce moment-là, l'évolution se fera de façon consciente au lieu de se faire comme elle se fait aujourd'hui de façon inconsciente. Il n'y a jamais eu qu'une lutte humaine, la lutte pour le bonheur. Et elle est au fond de toute religion, de tout gouvernement. L'égoïsme n'est que l'effort individuel pour tirer à soi le plus de bonheur possible. Et pourquoi chaque citoyen ne mettrait-il pas son égoïsme à traiter les autres citoyens en frères le jour où il sera convaincu que la félicité de chacun est dans la félicité de tous? C'est extraordinaire sa pensée à ce Zola. Si les intérêts se trouvaient en lutte, c'était que l'ancien pacte social les voulait différents, les opposait les uns aux autres, en faisant de la guerre la nécessité vivante, l'âme même des sociétés. Et on voit que c'est exactement ça. On n'est plus dans ce cas de figure où la guerre est l'âme, la nécessité vivante. Mais elle est encore là. Elle est encore présente comme une sorte de fatalité maintenant. Et les hommes n'ont plus envie d'aller se faire tuer à la guerre. Il faut forcer pour les envoyer à la guerre, pour qu'il y ait la guerre, au moins en Occident. Et donc, on a
la possibilité de dépasser ça. Mais bon, voilà, on est encore dans cet archaïsme et on a encore besoin d'aller râper nos égos à ces confrontations, comme on le voit actuellement. Mais que le contraire soit démontré, que le travail réorganisé répartisse justement la richesse, que les passions libérées et agissantes aboutissent à l'unité, à l'harmonie, et aussitôt la paix se fait, le bonheur s'établit en un fraternel contrat de solidarité. Pourquoi se battre lorsque les intérêts ne s'opposent plus? D'ailleurs, quand on y réfléchit, voilà, pendant 100 ans sur l'Europe, finalement, cette idée, par exemple, qui est, on va dire, une idée marxiste, reprise du marxisme, du fouriérisme, etc. C'est un peu ce qui s'est imposé dans l'ancienne URSS. Et à ce moment-là, pendant pratiquement 80 ans, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant tout ce temps, des républiques qui avant se faisaient la guerre et qui recommencent à se faire la guerre d'ailleurs, sous la même bannière et avec le bonheur comme visée, c'était, on peut parler d'idéal et ça a été mal fait et c'était, voilà, ça a sombré dans une sorte de dictature. Il y avait des choses tout à fait insupportables pour l'homme dans le système communiste de l'URSS, mais au total, malgré tout, il y avait cette fraternité qui a germé, qui était là. Les Polonais, les Baltes, les Russes, les Azerbaïdjans, voilà, tout fonctionnait dans une sorte de fraternité. Donc ça a été tenté, c'est possible. Ça veut dire que c'est possible, on peut y arriver. Et de la même manière, l'Europe a cette capacité on a été en guerre pendant des siècles, des millénaires, et là, on voit que pendant 70 ans, on a réussi à être plus ou moins en paix, en somme. Et c'est quand même quelque chose qui est remarquable. On voit que c'est possible. Donc, on est aux prémices de cette évolution. C'est ce qui viendra dans quelques décennies, siècles, peu importe. Pourquoi se battre lorsque les intérêts ne s'opposent plus? Depuis tant de siècles, si l'humanité avait mis à conquérir le monde, à soumettre les forces naturelles, les efforts acharnés et douloureux des générations, cette somme prodigieuse des efforts, du sang et des larmes qu'elle a dépensés à s'entre-dévorer, il y a longtemps qu'elle serait la reine indiscutée, souverainement joyeuse des êtres et des choses. Le jour où elle s'est aperçue de son imbécile démence, où l'homme a cessé d'être un loup pour l'homme, tous unis dans l'œuvre commune du bonheur, dépensant à être les maîtres des éléments, le génie et la richesse gaspillée à s'anéantir de créature à créature, de nation à nation, les peuples se sont mis en marche pour la cité heureuse. Alors voilà, donc il prévoyait cette cité heureuse. Alors si on la regarde aujourd'hui maintenant, on peut se dire, bon mais ça n'a pas marché, c'était un utopiste, ça ne marche pas, etc. Sauf qu'entre 1900 et aujourd'hui, plein de choses se sont améliorées, ce dont je parle d'ailleurs. Le fait que les guerres qui étaient régulières tous les 50 ans, même pas tous les 20 ans, 30 ans, il y avait une guerre et en Europe c'était complet. Et voilà, il y avait des visions qu'on est en train de dépasser, la vision colonialiste, la vision, etc., etc., le manque de respect des autres cultures. Tout ce dont on est en train de se débarrasser et quelque chose s'est libéré entre les deux. Voilà, le peuple, les pauvres ont accès à la culture comme ils n'avaient pas accès à cette époque-là, aux soins, à plein de choses. Donc, il y a une évolution et il suffit de la regarder pour la prolonger dans le futur. Et il n'est pas vrai qu'un peuple dont
tous les besoins seraient satisfaits, n'ayant plus à lutter pour l'existence, perdrait peu à peu la force de vivre, tomberait bientôt à la torpeur, à l'engourdissement final. Ça, c'est ce que pensait Nietzsche. Et alors, il faudra y réfléchir. C'est quelque chose qui est aussi à considérer. Pourquoi pas? Pourquoi Nietzsche n'aurait pas raison? Mais qu'est-ce que fera l'humanité pour pallier à ce genre de choses? Parce qu'il faudra qu'elle y réfléchisse, il faudra qu'elle dépasse ça. Et évidemment, le rêve restera toujours sans limite. Il y aura toujours beaucoup d'inconnus à conquérir. À chaque besoin nouveau contenté, le désir en fera succéder un autre, dont la satisfaction exaltera les hommes, fera d'eux des héros de la science et de la beauté. Comme le rêve, le désir est infini. Et si on s'est longtemps battu entre soi pour se voler le bonheur, on luttera tous ensemble pour l'élargir sans cesse, pour en faire un festin immense, resplendissant de joie et de gloire, capable d'assouvir les passions décuplées de plusieurs milliards d'hommes. Eh oui, on est arrivé à ça. Plusieurs milliards d'hommes. À l'époque, il n'y avait pas 1 milliard sur Terre, je ne pense pas. Et il n'y aura plus que des héros, et tout enfant à sa naissance recevra un cadeau de bienvenue, la terre entière, le ciel sans bornes, le soleil paternel, source de l'immortelle vie. Et ben voilà ce que proposait donc Zola. Ce qu'il espérait, ce qu'il appelait de ses voeux finalement, parce que c'est ça un utopiste. Il y a quand même une grande différence entre Zola qui écrit cela et qui peut l'espérer et Thomas More, le premier dans la liste, qui est obligé de le faire d'une façon vraiment différente parce qu'il critique le système. Zola le critique aussi, mais à l'époque de Zola, il ne risquait plus sa vie, le fait de critiquer le système. Comme aujourd'hui, on ne risque plus sa vie en tant qu'en Occident, quelqu'un qui critique un chef d'État, un système, une politique, etc. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il se passait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XIXe siècle même. C'était extrêmement dangereux de s'opposer. Et même maintenant, les révoltes même si elles sont encore extrêmement violemment réprimées, comme on l'a vu, on n'est plus à l'époque de la Commune, où là, c'était quand même... Il y avait un sentiment de toute puissance des dominants. Ils étaient dans un sentiment d'impunité et voilà. Et donc, ils pouvaient tuer les opposants comme ça, les manifestants, les syndicalistes, etc. Ce qu'on retrouve d'ailleurs encore dans certains pays, certains hommes défendent leurs congénères, défendent leurs frères humains au risque de leur peau. Et la plupart sont tués comme ça, et dans l'indifférence générale quasiment. Et c'est même scandaleux que les médias occidentaux ne fassent pas à chaque fois un scandale, mais un barouf, se mettent en grève quand un journaliste se fait tuer à l'autre bout du monde. Dans un pays, il devrait y avoir une solidarité. Avant que nous entrions dans le si les médias avaient l'éthique qu'ils avaient dans les années 50, 80, jusqu'à 80, dans ce qu'on a appelé les 30 Trucs glorieuses, s'ils avaient la même éthique aujourd'hui, je pense qu'ils feraient un barouf à chaque
à chaque fois qu'un journaliste ou que voilà quelqu'un se ferait assassiner par un système politique ou par des dominants tout-puissants. Voilà. Et grâce à ça, ça, ça obligerait ces dominants à rentrer à se comporter d'une autre manière. Et pareil pour les syndicats. Pour les syndicalistes devraient ne jamais laisser passer un crime comme ça, puisque les syndicats sont là pour défendre le peuple, les journalistes, leur métier, c'est de défendre le peuple, les opposants politiques, leur métier, c'est de défendre le peuple. Et donc, s'ils avaient vraiment cette éthique, ils auraient une solidarité autre que celle qu'ils ont actuellement. Voilà, bon, j'arrête là pour cette partie et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.